Je vais vous présenter donc une étude qui a été publiée ici début novembre dans le JAMA, dans la section de chirurgie, qui concernait le taux d'amputation et qui avait un peu étudié l'effet associé de certains facteurs sociaux et économiques sur l'impact sur ce taux au sein des comtés américains. Donc c'est comme j'expliquais, aux États-Unis, ils ont des comtés qui est un peu l'équivalent du coup de la répartition département-région. Donc c'est des plus petites unités administratives au sein des États-Unis. Il y en a à peu près 3000 et donc ils ont pris les plus nombreux et ils ont évalué le taux d'amputation dans ces comtés. Voilà. Donc je mets un peu de contexte d'abord. Donc faut savoir qu'ils expliquent dans le papier qu'il y a à peu près 150 000 amputations par an non traumatiques aux États-Unis des membres inférieurs. C'est des amputations mineures, majeures confondues. Donc ça c'est tout membre inférieur sans les orteils. D'accord. Faut savoir, je vais le dire tout de suite, mais je le mets plus loin, mais que toute l'étude, ils ont considéré cette catégorie-là, donc c'est amputation de membre inférieur sans les orteils à chaque fois. Donc c'est transméta, jambes et cuisses. Exact. Et ils ont bien exclu le membre supérieur, évidemment. Donc, je vous fais pas l'affront de savoir, de vous rappeler que ça a un impact énorme sur la qualité de vie, l'espérance de vie des patients. Et ils expliquent aussi qu'aux États-Unis, ça représente à peu près un budget annuel de 10 milliards de dollars, rien que les amputations là-bas. Et alors, on sait aussi, ça a déjà été démontré, que le taux d'amputation n'est pas égal selon l'origine ethnique et le profil socio-économique, puisqu'on voit dans cette étude publiée en 2018, qu'on voit, c'est pas grave, on voit la courbe rouge et la courbe noire qui sont des patients noirs avec, en fonction du revenu, on voit qu'il y a une différence en termes de taux de risque d'amputation si on est d'origine noire ou d'origine blanche. Donc, c'est quelque chose qui a été assez étudié et c'est un peu dans ce cadre-là que se situe l'étude actuellement. Et alors, ils expliquent aussi que le taux d'amputation est le plus élevé dans les grandes métropoles, alors que l'offre de soins y est censée être la plus importante. Et donc, ils suggèrent qu'il y a probablement l'existence de facteurs autres que la qualité de soins qui peut expliquer ce taux plus important et cette différence en fonction de l'origine ethnique. On rapproche peut-être des fois, il est pire. Ouais. Ah, donc le but de l'étude, finalement, c'était d'évaluer l'impact des facteurs socio-économiques sur la santé et a fortiori sur le taux d'amputation. Juste pour revenir, la courbe elle est impressionnante là, hein, parce que Ouais. c'est le côté financier, il rentre pas, c'est vraiment le côté ethnique. Oui, ethnique. C'est ça, c'est clair. Donc, l'étude, c'est une étude un peu particulière. C'est une étude fort basée sur des bases de données et des registres avec des questionnaires, etc. Donc, c'est assez compliqué. Mais donc, faut savoir que c'est une étude transversale de population, donc des 100 comtés américains les plus peuplés. Donc, en gros, ils se sont dit, on va prendre les comtés les plus peuplés, comme ça, on va avoir l'endroit où l'offre de soins est la plus importante et où, donc, la différence d'offre n'aura pas un impact trop important sur le taux. Vraiment étudier les facteurs socio-économiques des malades. Ils ont évalué le taux d'amputation par 100 000 habitants juste en 2017 parce que c'était les dernières données qui étaient disponibles. Donc, je viens de le dire, les amputations, donc c'était membres inférieurs en excluant les orteils. Donc, ils ont extrait les données de cette grande base de données, donc je ne vais pas citer le nom. Et puis après, ils ont réparti les comtés d'abord selon le taux d'amputation en histogramme. Je vais vous montrer le graphique après. Et puis en quartile. Et c'est un peu ça le côté intéressant de cette étude-là, c'est que ça va permettre en quartile d'étudier la population, enfin de réaliser une analyse plutôt au niveau de la population plutôt qu'au niveau individuel et de regarder les caractéristiques démographiques de chaque quartile. Elles ont ensuite été matchées avec des données démographiques hospitalières et avec ce qu'ils appellent, et je vais le dire tout le temps dans la présentation, les SDOH, donc c'est les Social Determinants of Health, qui sont au nombre de 28 et que je vais un peu montrer plus loin, plus en détail, et qui sont accessibles via plein de bases de données, des questionnaires, comment dire, je vais vous montrer plus loin ça. Tu reviens sur la description de la base de données ou pas? Pas plus que ça. Ils reviennent très peu dessus, ils ne font que la citer. Parce qu'en fait, la base de données qui est connue aux États-Unis, c'est Medicare, mais ça concerne une portion de la population de plus de 65 ans. Ouais. Il n'y a pas de base exhaustive comme on peut avoir en France ou en Allemagne. Ouais. Alors, en fait, ici, cette base de données-là, donc c'est la base de données à partir de laquelle ils ont extrait uniquement le taux d'amputation basé sur les rapports d'hospitalisation où il était écrit. C'est pour ça que c'est une base de données de coûts où il était mis sorti pour amputation, quoi. Après, je vais montrer toutes les bases de données qu'ils ont utilisées. Il y en a, je crois, une quinzaine pour chaque social determinant of health. Okay. Puis après, ils ont réalisé 4 analyses. Donc d'abord une analyse démographique et des SDOH en fonction du quartile de taux d'amputation, ensuite une analyse de variance,
puis ils ont étudié l'impact de chaque SDEH sur le taux d'amputation de manière univariée par régression linéaire. Et puis après, ils ont fait un ajustement des résultats en régression linéaire multivariée pour évaluer l'impact de facteurs, potentiels facteurs confondants. Et puis enfin, ils ont fait une petite analyse, mais qui est un peu moins intéressante, je pense, parce que pas peu de données, en comparant le taux de pontage artériel avec le taux d'amputation, finalement, dans ces mêmes poncées. Donc voilà les fameux SDOH. Donc, ils sont répartis en 5 groupes. Donc, on a d'abord tout ce qui concerne l'accès aux soins de santé et la qualité. C'est pas la qualité des soins de santé, c'est plutôt la qualité de la santé des patients. Donc, en quelle forme ils sont. Donc, on voit, il y a l'accès primary care practitioner ratio, les coûts de santé, la prévalence du diabète, le monitoring, le pourcentage de patients non assurés, le stress physique et mental, le pourcentage d'obésité, de fumeurs, etc. Puis après, on a un volet qui est plutôt le côté éducationnel avec la capacité, enfin le niveau d'anglais, le pourcentage de high school et le pourcentage d'université, de personnes qui sont issues d'université. Ensuite, le volet numéro 3, c'est plus ce qui concerne le volet économique avec pourcentage de pauvreté et de chômage. Ensuite, la partie plutôt logement, environnement de vie avec le taux d'homicide, le pourcentage de problèmes de logement, la pollution à l'air, l'activité physique également. Et puis enfin, ce qui est finalement le plus intéressant dans ce papier, tout ce qui va plutôt étudier le versant social et communautaire avec la ségrégation raciale noir-blanc, non blanc-blanc, mais aussi le pourcentage d'accès à de la bonne nourriture. Transit score, c'est, je pense, la capacité à avoir accès à son travail facilement, etc., à pouvoir se mouvoir facilement dans son environnement. Voilà, c'est assez compliqué. Et voilà, c'est ça les bases de données, les sources. Et donc à chaque fois, ça, c'est plutôt basé sur des questionnaires. Donc on voit, par exemple, pour le diabète, ils ont interrogé la base de données du CDC, diabète, etc. Donc ils ont visiblement fait un gros travail là-dessus. Et ce sera aussi une délimitation parce qu'ils expliquent dans le papier que le problème, c'est que comme c'est des comtés complètement différents, les sources viennent parfois de bases de données un peu différentes, avec des méthodes de récupération de données qui peuvent être différentes. Donc, ça peut poser un problème en termes de comparaison des résultats dans certaines situations. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est vraiment des données à l'échelle de population dans un comté. Donc, c'est pas des données à l'échelle individuelle de chaque patient au sein de ces comtés, ce qui est assez différent. Donc, au niveau des résultats, donc on a eu des données pour 76 des 100 comtés les plus peuplés. Donc, ils ont d'abord réparti en histogramme le taux d'amputation. Donc, on voit ici qu'il y a une certaine variation puisqu'on va les outliers sont plutôt en 2 amputations par 100 000 habitants par an contre 20 dans les plus importants avec une distribution qui est plutôt centrée aux alentours de 8-10. Et alors après, ils ont fait une répartition, comme je vous le disais, en quartiles. Donc, ils ont pris à chaque fois les 25% les plus bas, les plus hauts, etc. Enfin, donc, pour avoir une analyse à l'échelle de la population, comme je le montrerai après, avec un taux d'amputation qui est 5,5 par 100 000 dans le plus faible et 4,5 par 100 000 pour le plus élevé. Donc ça, c'est la représentation sur la carte des États-Unis des comtés qui ont été inclus. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a toute la région San Francisco, ici en bas à gauche, la Californie. On a Seattle en haut, Boston, New York, etc. évidemment, Miami, et puis dans le sud au Texas aussi également. Enfin, toutes les grandes villes, finalement, c'était un peu le but de cette étude, de surtout analyser les zones métropolitaines. J'ai juste un peu regardé, essayé de retrouver dans la littérature à quoi ça correspondait ces taux par rapport à ce qu'on connaît, à ce qu'on vit. J'ai trouvé ces deux données ici. C'est assez bizarre parce que les chiffres sont assez différents. Donc on voit là qu'en France, je suis pas sûr de la qualité de la source que j'ai trouvée. Mais donc voilà, là on se situerait plutôt aux alentours de 4 par 100 000 habitants. C'est à peu près équivalent pour tout le monde. Et alors ces taux de papier qui avaient été publiés en 2020, on retrouve des valeurs qui sont totalement différentes, puisqu'on voit qu'aux États-Unis, ils sont plutôt chez les femmes et les hommes aux alentours de 40 en 2017,
Maintenant, est-ce que dans ce papier-là, ils incluaient les amputations d'orteils? C'est peut-être ça, la population. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on est quand même visiblement un peu plus bas en France maintenant, même c'est fort équivalent. Et on voit que ce qui est assez intéressant, c'est les États-Unis, la décroissance qu'il y a eu, que je ne connais pas dont je ne connais pas la raison. En France, je crois qu'il y a à peu près un peu moins de 10 000 amputations majeures non traumatiques par an. Okay. C'est le chiffre. Il faudrait faire le calcul si ça tombe bien avec le 4,3, mais je crois que c'est le chiffre. Okay. Donc voilà, la première analyse qu'ils ont réalisée, donc c'est donc les différences démographiques et de SDEH en fonction de chaque quartier d'amputation. Donc comme je vous le disais, cette façon d'analyser le papier, de faire les analyses, ça permet d'avoir une analyse au niveau d'une population. C'est vraiment ce qu'ils expliquent. Et donc on peut voir déjà plusieurs messages fort intéressants, puisqu'on peut voir qu'en gros, bah, les taux, les comtés où le taux d'amputation est le plus élevé, bah, sans surprise, c'est ceux bah, où il y a le plus de diabète, plus de fumeurs, plus d'inactivité physique, mais aussi, et de façon très importante, là où il y a plus de patients afro-américains et où il y a moins de patients asiatiques. Donc on voit vraiment là une différence entre le quartile numéro 1 entre le quartile numéro 1, où il y a seulement 8% de patients afro-américains, contre 27% dans les quartiles numéro 3. On voit aussi que ce qui joue très fort, bah, c'est le taux... malheureusement. Si tu rapproches la souris de l'ordi, je pense que ça va. Ouais. Ah, voilà. Ouais, il faut savoir un petit peu comment on fonctionne ici. Ensuite, on voit aussi que le fait, bah, évidemment, de ne pas avoir d'emploi, d'être le taux de pauvreté, le taux de ménage monoparental joue aussi très fort un rôle sur le risque sur le taux d'amputation au sein des comtés. Pareil pour la food insecurity ou le taux d'éducation, notamment avec le niveau de patients qui sont sortis d'un collège. Donc voilà, ça c'est déjà un premier message intéressant, notamment sur l'impact finalement facteurs sociaux qui ont visiblement un rôle très important sur le taux d'amputation dans ces contextes. Alors ça, c'est la deuxième analyse qu'ils ont réalisée, qui est donc l'analyse de l'impact de chaque SDEH sur le taux d'amputation. Alors c'est intéressant, mais c'est peut-être un peu plus difficile à interpréter dans le sens où c'est une analyse univariée, donc il ne prend pas compte des facteurs confondants. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Je vais aller rapidement, mais pas trop dans le détail non plus, parce qu'on voit qu'ils sont presque tous significatifs. Ben, on voit que le fait d'avoir accès aux soins plus facilement joue un rôle. Et alors, le coefficient bêta, c'est en fait l'augmentation du taux d'amputation que chaque augmentation d'une unité va entraîner. C'est-à-dire que si la prévalence du diabète augmente d'une unité, ben, on a une augmentation de 1,73 par 100 000 amputations. C'est ça que ça veut dire. Ce qui est terrible, c'est que l'offre de soins semble pas avoir un effet. Voilà. Alors c'était le but de l'étude dans le sens où ils ont essayé de faire ça dans dans des grandes villes où l'offre de soins apparemment est démesurée par rapport à la population ou par rapport à des zones plus rurales, quoi. Donc c'était le but, mais de fait ça n'a pas l'air d'avoir un impact très important. Je trouve que ce qui est déjà intéressant de voir, c'est que le fait d'avoir du diabète visiblement a un rôle très important. Par contre, le monitoring pas. Alors ça, il l'explique un peu dans le papier en expliquant avec l'hémoglobine glyquée qui sort moins bien utilisé là-bas aux États-Unis. J'ai pas d'expérience de ça, mais ils n'en parlent pas plus que ça pour expliquer cette différence. Le pourcentage de patients non assurés joue un rôle, mais pas énorme non plus. Et ça, c'est probablement expliqué parce que l'Obamacare était arrivé en 2010 et 2014 et que là, on est en 2017 et donc probablement qu'il y avait déjà une réduction de cet impact. Le taux de stress mental et physique joue un rôle extrêmement important, visiblement. Et ça, il l'explique par le fait que quand on n'est pas bien dans sa tête et dans son corps, on n'a pas de propension à bouger, à arrêter de fumer, à contrôler ces différentes comorbidités, et que c'est probablement pour ça que là, on a un impact très important qu'on ne retrouvera pas dans l'analyse multivariée après. Le pourcentage d'obésité, de fumeurs joue aussi un rôle. Alors ensuite, quand on passe dans le volet éducationnel, on voit qu'il y a aussi un impact en fonction du taux de high school et de patients issus de l'université. Le taux de pauvreté joue aussi un rôle. Ouais, je pourrais un peu presque tout citer parce qu'il y a le taux d'homicide et l'inactivité physique joue aussi évidemment un rôle.
de façon très importante. Et alors enfin, et de façon extrêmement surprenante finalement, au niveau européen, le fait de la ségrégation raciale joue aussi un rôle, puisque le taux de ségrégation entre noirs et blancs augmente finalement le risque d'amputation. De même que tout ce qui concerne les risques d'insécurité liés à la nourriture, etc. Je suis un peu rentré dans les détails, mais c'est peut-être pas nécessaire parce que je pense que malheureusement, il y a beaucoup de facteurs confondants dans cette analyse. Alors voilà, justement, pour cette raison, ils ont fait une analyse, une régression linéaire multivariée pour réduire cet impact. Ils n'expliquent pas trop comment ils l'ont fait dans le papier. Mais donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que finalement, il n'y a plus que 3 choses qui sortent de manière significative. Finalement, je trouve que c'est quand même assez surprenant. Et je pense que c'est aussi dû à l'analyse au niveau d'une population et pas au niveau individuel, c'est que le diabète, par exemple, ne sort pas de manière significative sur l'augmentation du taux d'amputation ou le fait de fumer, etc. Maintenant, voilà, je pense que c'est parce qu'on n'est pas au niveau individuel dans cette étude, et donc on voit que finalement ce qui joue le plus, c'est dans les risques, c'est le taux de patients afro-américains, le taux de ségrégation raciale, et finalement la détresse physique et la mauvaise forme physique, qui sont les seules choses qui sortent ici pour expliquer une augmentation du taux d'amputation dans ces comtés. Et alors, la 4e et dernière analyse qu'ils ont fait, alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en gros, ils ont comparé le taux de pontage dans ces mêmes comtés. Donc, on voit ce qu'on savait déjà dans les quartiles, le taux d'amputation, ça, on l'avait déjà vu. Puis alors, le taux de pontage, il augmente aussi, mais je pense que c'est aussi dû au pool de patients avec des hépatite des membres inférieurs qui est plus important. Donc, probablement que c'est aussi pour ça qu'il y a des taux plus importants. Et alors, ils expliquent que ce qui est surprenant, c'est que la tendance du ratio entre les deux est plutôt inverse. Maintenant, ça n'atteint pas le seuil de significativité. Ce qu'on remarque quand même, c'est que le taux de pontage n'augmente pas de façon proportionnelle au taux d'amputation. Ouais. Le taux d'amputation multiplié par 3, le taux de pontage à peine par 2. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, ça, ils disent à la fin du papier que ça nécessiterait plus d'études spécifiques là-dessus, mais ils ne sont pas allés de façon plus significative sur ce sujet-là. Donc la limitation de l'étude, c'est qu'elle est limitée à 1 an, donc l'année 2017, c'est qu'on n'a pas de données disponibles pour tous les comtés. Et c'est comme je l'expliquais, c'est que donc ils sont sortis finalement tous les SDOH de ce service de l'université de Wisconsin. Et comme je l'expliquais, ça vient de différentes sources avec des méthodes différentes qui rendent peut-être l'analyse difficile à réaliser, et qu'on n'a pas de données non plus sur la sévérité des maladies pour savoir si les patients étaient adéquatement traités. Et donc, en conclusion, finalement, cette étude, elle démontre l'association entre le taux d'amputation et plusieurs facteurs sociaux et économiques qui vont au-delà des comorbidités traditionnellement évaluées, ce qui est, je trouve, très intéressant, et de surtout voir l'impact que ça a, qu'on a parfois tendance à négliger. Et elle suggère finalement qu'il ne faut pas uniquement agir sur ces comorbidités traditionnelles, mais aussi viser l'amélioration de la sensibilisation communautaire aux soins de santé, les possibilités d'emploi et de l'éducation, et tout, en jouant sur tous ces versants-là, on va pouvoir aussi améliorer les outcomes dans l'artériopathie périphérique. Et que, par exemple, identifier des facteurs de risque d'amputation à l'échelle d'une population, comme ils l'ont fait dans cette étude, pourrait être incorporé dans un système de classement, et on pourrait déterminer en fonction le risque d'amputation dans une région et faciliter des interventions ciblées pour réduire ces risques. Voilà. Très bien. Question. Voilà. C'est un papier compliqué, je trouve, quand même, d'interpréter. Pas vu le temps tant que je suis en jeune du Jama. C'est vrai. moi non plus, franchement, je trouve que c'est vraiment une analyse qui est complètement différente des facteurs de risque habituels. C'est très épidémiologique. Ouais. Remarque là-dessus. Juste en termes de données, ils avaient vraiment collecté toutes les périodes, je sais pas, l'accès aux soins. Oui, je me suis posé la même question. Comment est-ce qu'ils ont analysé ça? Et alors, en fait, la seule info qu'on a, et je trouve que ça, peut-être, ça, on pourrait dire que c'est un peu peut-être une limitation aussi, c'est que on n'a que ça, quoi. Donc, il n'y a pas de papier en genre supplément ou des choses où ils expliquent exactement quel questionnaire ils ont utilisé, parce que finalement, ça paraît difficile à évaluer, certains facteurs paraissent difficiles à évaluer de fait. Maintenant, j'imagine que les États-Unis sont les grands spécialistes des bases de données, de collecter des infos à droite à gauche, et je crois qu'ils utilisaient aussi beaucoup de questionnaires. Et je me rappelle maintenant, par exemple, pour le stress physique, c'est où? Là, le G, donc en gros, c'était un système dans lequel les patients décrivaient une fatigue
physique ou mentale plus de 14 jours sur un mois. Voilà, c'était ça, par exemple. Mais ça, c'est le seul qu'il y avait. Donc, Et du coup, les gens qui ont rempli ces questions. c'est compliqué, quoi. Donc, voilà. Ouais. Et c'est des sondages, en fait, qui sont. Bah, par exemple, pour ça, oui, mais pour le reste, ils n'ont pas, c'est pas décrit dans le papier ni dans les suppléments, etc., quoi. C'est des papiers importants parce que ça nous fait réfléchir que la prise en charge d'un patient, le résultat d'un traitement, c'est pas simplement lié à la longueur du stent ou savoir s'il a de la drogue ou pas. C'est de savoir aussi la capacité des patients à suivre le traitement, à suivre les médicaments, à suivre le suivi. Et que c'est complètement indissociable du traitement lui-même. Et c'est particulièrement vrai pour cette population d'artériopathie, qui est une population à haut risque social, en fait, hein, l'isolement, les problèmes de race aux États-Unis, les problèmes économiques, les problèmes d'isolement sociaux. Et c'est une population particulièrement fragile, cette population. Et ça met en évidence vraiment ce point-là, je trouve. Très, très important. C'est intéressant de faire une comparaison avec l'Europe aussi, pour voir l'impact des trucs en ratio entre Oui, surtout là, ça joue visiblement plus un rôle que chez nous. C'est assez propre aux États-Unis quand même aussi. Oui, ce genre de débat. Ce genre de débat, enfin, plus en tout cas aux États-Unis qu'en Europe. Alors, en France, c'est caché sous le tapis. Hein. C'est pas interdit, justement, en Si, France, si. de faire des études sur les races. Ouais, c'est interdit en France. Ah, je savais pas. Sur le rôle de la ségrégation raciale, ce serait intéressant aussi de voir quel est le pourcentage de soignants noirs par rapport aux soignants blancs, parce que Ouais. forcément, ça impacte l'accès aux soins. D'autres remarques? Questions? Non? Bon, ben, merci beaucoup. Très, très intéressant. Merci de récupérer le papier.